urgence de vivre. J'aspire à un truc qui me dépasse. Tu vises le million et t'as que 23 ans. Je n'ai aucun obstacle dans ma vie. Je pleurais tous les jours. J'ai fait une dépression. Dès le CP, on m'avait prise en charge sur la partie neuroatypie. Le QI qu'ils annoncent me paraît aberrant. Je préfère même pas raconter ça. Chaque minute que t'as passé à ne pas vivre ton rêve, ton projet, ton ambition, c'est une minute que tu ne retrouveras jamais de ta vie. Si t'apprends, si tu donnes les moyens de faire les choses, si tu choisis un truc qui est dans ta zone de génie, etc., bah c'est possible pour toi aussi. Tout ça, là, on me l'a caché. Et du coup, quand t'as lancé l'académie, ta dépression, elle est partie. Alors, j'ai retrouvé du sens et j'ai compris ma mission de vie. Hello Anaïs. Hello Mona. Je suis trop contente de te recevoir sur Note à moi-même. Bah merci pour ton invite. Franchement, ça me fait trop plaisir. J'ai plein de questions à te poser. Je suis hyper curieuse de ton parcours parce qu'on va le dire, c'est quand même un parcours incroyable. À 21 ans, t'as lancé ta première boîte et t'as fait 250 000 € la première année. Ouais, encaissé, ouais. Là, c'est que ta deuxième année et tu vises le million et t'as que 23 ans. C'est vrai, je confirme. Donc vraiment, t'es un peu un ovni, mais en même temps, je pense que t'es en train aussi d'ouvrir la voie pour ta génération et je pense que ça va devenir un parcours qui va être de plus en plus courant. Mais du coup, je suis trop curieuse de savoir comment t'as fait, etc. Mais avant ça, comment ça va? Franchement, très bien. Là, on va en parler probablement. Je suis sur un vent de renouveau, une belle lancée. Je sens que mon énergie, elle est vraiment un peu plus alignée. On va en parler aussi. Et vraiment, j'ai la vision qu'on a souvent travaillé ensemble. Tout ce qu'on s'est dit tout au long de l'année, etc. Quand on parlait de nos parcours respectifs, j'ai l'impression que c'est un peu en train de se réaliser, tu vois. Trop bien. Donc, je vais super bien. Et toi? Ça va hyper bien aussi. Je suis hyper contente. Normalement, là, on est en plein podcast d'août, donc ça bouge. Je suis enfin alignée avec ma vision, donc je suis hyper contente. Et oui, parce que du coup, on a fait un mastermind ensemble cette année, celui de Thibault Louis. C'est là où on se connaissait déjà avant, mais c'est là où on s'est vu pour la première fois. Non, on s'était vu avant, en vrai. Ouais, je t'en mode. C'est là où on a passé vraiment une semaine ensemble, etc. Et du coup, on a eu le temps de beaucoup échanger sur nos visions, nos parcours et tout. Mais justement, est-ce que tu peux peut-être te représenter, nous dire ce que tu fais aujourd'hui et où t'en es? Ouais, bien sûr. Alors, je suis fondatrice de l'académie, qui est du coup un accompagnement 360 pour les entrepreneurs qui ont une offre transformationnelle. Donc, je t'explique ça à toi tu le sais par cœur, mais pour notre audience, une offre transformationnelle, c'est pour les coachs, les formateurs, les thérapeutes en tout genre, qui apportent un avant-après réel à leurs clients et qui ont besoin justement de stratégies d'acquisition digitale. Donc exactement des stratégies de contenu sur les réseaux sociaux, des stratégies de vente, des tunnels, et surtout une stratégie de structuration d'offres. Vraiment l'offre qu'ils vont créer, qu'ils seront sûrs de vendre. Et ça, c'est ma spécialité. Trop bien. Mais alors, Et puis, t'es étudiante aussi à côté? Ouais, ça, c'est la petite particularité. Je suis un petit peu Anna Montana, mais Anna ANA, tu vois. C'est que je suis étudiante en master en finance, en corporate finance, à côté. Et je finis mon master 2 l'année prochaine. C'est ouf. Ça, c'est ouf. Vraiment, la meuf, elle a une double vie. Mais du coup, raconte-nous comment tu t'es lancée en entrepreneuriat, parce que normalement, quand t'es dans tes études, Bac+5, c'est déjà assez prenant et tu te dis, je vais juste avoir mon diplôme et ensuite, je réfléchis à la suite. Mais toi, t'as dit non, je fais tout en même temps. Donc, comment ça s'est passé? Comment tu t'es dit, vas-y, je me lance en entrepreneuriat maintenant, alors que j'ai que 21 ans? Ouais, en fait, je réponds peut-être jamais la même chose, mais j'ai une urgence de vivre. En fait, c'est ça la réponse globale. Et je ne supporte pas ne pas vibrer, ne pas faire tout à 200%, tu vois. Et je supporte pas être aussi très monotache et un peu conformiste, genre les études ça suffit. Enfin, je me suis jamais sentie dépassée par des études, tu vois, où que je sois. Et là, j'avoue que je m'ennuyais drastiquement. Et quand je m'ennuie intellectuellement, ça me convient pas déjà. Et je pense que la première année en école de commerce, ça a été vraiment mon premier déclic de me dire c'est pas ce que je veux. Ah ouais, t'as su directement. En fait, je l'ai pas su, j'ai subi. Puisque j'ai fait une dépression, c'est pas si drôle que ça, hein, mais ouais, j'ai eu comme une crise de la quarantaine, mais genre à 20 piges. Et je me suis dit, mais c'est pas ce que je veux vivre. Là, je sens que c'est déjà un échantillon de ma future vie si je continue dans le parcours classique. Même si en école de commerce, tu peux un peu tout faire, hein. Et je me suis dit, j'avais une vraie quête de sens, quoi. Je me suis dit, mais je sais pas pourquoi j'ai été mise sur Terre. Je comprends pas. Enfin, en fait, je me disais, mais ça me convient tellement pas, l'ordre des choses, que il y a un truc qui matche pas. Il y a un truc que j'ai pas élucidé, qu'il faut que je comprenne pour même plus survivre, mais juste éclore et prendre du plaisir à embrasser ma mission de vie.
Mais c'est quoi? C'était le fait, genre, d'aller tous les jours en cours et d'être assis sur une chaise, etc. Ou c'était le fait de te projeter, de dire, en fait, après, je vais avoir un taf ou je vais faire du 9-18, etc. C'est ça qui t'angoissait? C'était quoi? C'est de tout. En fait, c'est de tout. Je sais que c'est un peu le discours infoprenarial habituel de dire ouais, les 9h-17h, t'es esclave de ta vie. Moi, c'est pas ça. C'est vraiment un truc une quête de sens. Genre, je voyais mon entourage, mon environnement, que ce soit les gens, les cours, le niveau intellectuel des cours un peu trop... pas assez profonds pour moi, on va dire. Les carrières qui s'ouvraient à moi, la façon de réfléchir des étudiants qui m'entouraient, leur comportement à mon égard qui était clairement pas sympa et vraiment j'avais pas un ami quoi. Ma première année d'école de commerce, c'était une année de grande solitude non choisie, tu vois. Je me suis dit il y a un truc qui cloche, enfin pourquoi je me match aussi peu avec la vibe, et je faisais tout mon possible pour en plus m'y conformer. Au début je me suis dit c'est moi le problème et tout. En fait juste c'est la vie qui m'a fait un cadeau incroyable de me sortir de là, quoi. Moi, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais me sortir les doigts et je vais y aller dans une vie qui me convient mieux et je vais pas attendre mes 6 ans d'études pour être heureuse. C'est hors de question. Et du coup, tu te sentais un peu différente par rapport aux autres? Ouais. Ça, tu l'avais toujours ressenti ou c'est que en école de commerce que ça a été frappant? Non, en fait, je l'avais toujours ressenti et d'ailleurs, c'est pas la première fois à l'école que je me sentais pas bien. Enfin, c'est pas propre à l'école de commerce. Mais en prépa, je me sentais tellement bien, vu tout ce que j'apprenais. En fait, mon cerveau était tellement occupé par apprendre des tonnes de choses et à découvrir des tonnes de choses, à me sentir super alignée dans ma façon de me développer, que l'école de commerce, ça a été un peu le coup de frein final. Je me suis dit, bah, c'est pas possible. On va pas retomber dans les codes du collège, quoi. Ouais, alors, c'était vraiment intellectuellement pas assez stimulant pour toi. Intellectuellement, émotionnellement, relationnellement, enfin, il y a rien qui allait. J'aimais pas la ville où j'étais aussi, donc je pense que ça a contribué, tu vois. Où? J'étais à Lille. Ah oui. Moi, je viens du sud. Enfin, je sais que les Lillois sont très sympas et tout, mais j'étais loin de chez moi. Mais à la limite, ça, tu vois, je me suis barrée à l'île Maurice, j'étais très bien. Hein. Ouais. J'étais loin de chez moi, je bois pas. J'ai un mec depuis 7 ans, donc en école de commerce, il était pas question de copiner à droite à gauche, tu vois. Et j'ai une vie j'avais déjà un peu une vibe d'adulte, tu vois. Et eux, ils étaient en plein dans la libération de la prépa, ils sortaient tous les soirs. Il y a beaucoup de délire d'assaut, c'est quasi sectaire le truc, tu vois. Moi, je suis pas du tout comme ça. C'était en décalage. C'est même plus un décalage, c'est que tu vois, il y avait l'autoroute. Moi, j'étais sur le chemin à côté, je partais dans la montagne. Donc ça, juste, ça me matchait pas du tout, tu vois. Mais quoi que je fasse, ça marchait pas. Comment tu te sentais, enfin, du coup, pendant ces phases de dépression, enfin, il se passait quoi, en fait, tu te levais, t'avais pas envie. C'est ultra deep, hein. Je préfère en parler en souriant, mais, je pleurais tous les jours. Mais un truc, genre, ça me fatiguait, rien que d'y penser, tu vois. J'appelais mes parents tout le temps, enfin, je les disais de me sauver. Et genre, ils étaient en mode, mais, tu vas te calmer, ma belle, enfin, ça va, t'es juste en école de commerce, on vient de claquer 50 000 €. Enfin, sous un prêt, évidemment. Enfin, ils comprenaient pas, quoi. Ils étaient en mode, mais Alice, ça fait 2 ans que tu bosses pour les concours pour ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas concrètement? Moi, je savais pas leur dire. J'aime pas la vie, j'aime pas les gens, j'aime pas les cours, j'aime pas les opportunités qui vont découler des cours. J'aime rien. Et donc, t'avais pas envie d'aller en cours J'y allais. Franchement, j'ai été quand même une warrior sur le coup parce que j'ai vécu ma life comme si tout était normal, quoi. J'allais en cours, tous les cours, beaucoup plus que la moyenne d'ailleurs. J'ai essayé de m'inscrire dans des assos, j'ai essayé de m'inscrire dans la team de handball de l'école. J'ai tout essayé. J'ai même essayé d'aller en soirée. Enfin, il y a rien qui marchait. Et alors, à ce moment-là, tu te dis, bon, je vais lancer un business, c'est peut-être ça qui va me sauver. Alors, c'est pas aussi simple que ça. Je pense que j'ai eu des micro-déclics et que maintenant, je peux le raconter parce que ça fait sens. Sur le coup, aucun sens. Genre, j'ai commencé, je m'ennuyais tellement, vraiment tellement, que j'ai commencé à lancer un premier business de cours pour les lycéens. Mon cousin lançait une espèce de plateforme de cours. Du coup, j'étais la première prof là-bas et j'ai charbonné, j'accompagnais plein de lycéens, etc. pour avoir post-bac leur école. Après, j'accompagnais beaucoup de prépa et j'ai commencé à les coacher. C'était plus que des cours de maths ou de langue. C'était vraiment un truc de je les coach pour les oraux, pour qu'ils aient les écoles de leurs rêves. Et donc, ça, tu l'as fait naturellement? C'était un peu du bouche à oreille au début. Enfin, j'en ai eu 1 ou 2.
les mamans me recommandaient à la terre entière et je me retrouvais avec beaucoup d'élèves très vite, tu vois. Je veux dire, t'as coaché naturellement sans te dire, je vais apprendre le coaching, je vais apprendre à motiver les gens. C'était très naturel, intuitif. Non, j'ai pas suivi quoi que ce soit de formation ou de choses de terrain. T'as fait, tu dis, en fait, je suis forte là-dedans, je continue. J'ai toujours bien su que j'étais pédagogue pour le coup, parce que rien qu'en prépa, tu vois, c'est moi qui donnais les cours de philo à mes meilleurs potes pour qu'ils aient plus de 6 à leur concours, tu vois, parce qu'ils galéraient. Et ils ont tous eu des notes de ouf en plus, donc trop contente. Je le faisais un peu de gaieté de cœur au début, et gratuitement surtout. Et du coup, j'ai toujours kiffé être prof un petit peu. Et j'ai même cru la première année d'école de commerce que j'allais finir prof. Je me suis dit, bon, je vais faire prof de maths et voilà, je vais essayer de bifurquer. Et puis après, je me suis dit, mais non, mais j'aspire à un truc qui me dépasse. Vraiment, je me dis, je veux un impact, je veux être reconnue dans une sphère intellectuelle particulière. Enfin, j'étais déjà dans un truc... T'avais la flamme entrepreneuriale. J'avais une vision de la fin de ce que je voulais, un peu de la sensation que je voulais vivre, d'être reconnue pour un truc d'intéressant. Mais je ne savais pas quoi, ni comment, ni quand, ni par quel moyen. Genre vraiment, j'étais juste paumée, donc je me laissais un peu vivre. De toute façon, quand t'es en dépression, t'as par définition aucune ambition, hein. Donc t'es vraiment en mode, je fais ce que je peux. Et il se trouve que j'aimais vraiment bien enseigner. Donc pour 20 balles de l'heure, je leur faisais des cours, des coachings, des machins. Je ne suis plus à ce tarif-là. Vraiment, vous allez être surpris. Mais du coup, voilà, j'ai commencé à me dire, putain, j'aime beaucoup coacher. En parallèle, j'ai lancé mon business d'ongles. Rien à voir encore une fois, mais je faisais, grâce à Instagram, j'avais beaucoup de clientes qui me demandaient des manucures. Donc je suis assez manuelle aussi. Trop bien. Donc j'ai commencé à me dire, ok, Instagram, il y a un truc à creuser, je garde. Après, j'ai travaillé chez Chanel en vente. Et genre, 1 mois, 2 mois, je deviens top 1 vendeuse. Donc je me dis, ok, j'aime beaucoup la vente. Et en plus, je suis pas dégueu. Enfin, j'étais vraiment une vendeuse intuitive parce que moi, je connaissais rien. Il y en a, ça faisait 20 ans qu'elle travaillait dans la boutique, tu vois. Et je me suis dit, ok, j'aime la vente, j'aime le coaching. Je veux impacter. À chaque fois, je prenais Instagram, c'est important pour développer un business de zéro sans connaître personne. Ok. Et en fait, tout ça, ça a été un déclic immense quand j'ai suivi ma première formation. C'est une formation américaine que je citerai pas parce qu'elle est pas incroyable, tu vois. Mais je me suis dit, grâce aux réseaux sociaux, cette opportunité, elle est venue à moi, en gros. Genre, il y a plein de gens qui en parlaient. Et je me suis dit, ok, je crois que c'est ça qu'il faut que je fasse. Je sais pas pourquoi. J'ai claqué $2 500. Toutes mes économies, finalement. Et ça a été un énorme déclic. D'acheter la première formation. Ouais, juste d'acheter. Pourquoi? Et après de la suivre. Parce qu'en fait, il y a un gars qui te regarde droit dans les yeux, qui te parle comme la merloc du coin, vraiment le cow-boy, qui te remonte les bretelles, limite il t'engueule quand il te parle, mais il te dit qu'un autre monde est possible. Genre en fait, il te présente comme normal le fait que n'importe qui a forcément une passion, un truc où il est meilleur que les autres, qui le fait vibrer, qui l'intéresse profondément, et que ça c'est monétisable en partant de zéro, sans capital, sans réseau, sans rien, grâce aux réseaux sociaux. Donc là, il te présentait enfin une vision du monde. Mais moi, j'avais même pas imaginé. Ouais, mais auquel tu pouvais te raccrocher. Et tu te dis, il y a enfin un truc qui te parle et... Ça m'a soulagée énormément. Waouh. Genre, je me suis dit, attends, quoi? En plus, c'était des vidéos déjà enregistrées. Ah oui, c'était vraiment une formation, mais l'échelon le plus bas de l'accompagnement. Ouais. Le mec, il sait même pas qui je suis, il est même sur le moment. Déclic. Énorme déclic. Je me suis dit, attends. Un autre monde est possible. Tout ça, là, on me l'a caché. C'est vrai. Et mes parents, c'était genre, c'est pas leur faute, parce que tout le monde est comme ça. C'est genre, alors tu préfères faire droit, médecine ou prépa? Ouais. Et encore, j'ai de la chance parce que ça veut dire que je suis dans une famille qui, par définition, est développée et a les moyens, tu vois. Et il y en a qui sont même pas au courant de ces opportunités. Oui, il y en a qui savent même pas que prépa, ça existe. Mais c'était une chance dans ma tête, tu vois. Mais maintenant, je me dis, mais en fait, il y a un monde à part que la plupart des gens, en fait, on te dit pas, même au lycée, après en études supérieures, on te dit pas qu'il y a d'autres voies possibles. On te dit, ok, là, tu vas faire ton bac plus 5, ensuite, tu vas entrer dans une grosse boîte et tu vas faire ta carrière. Ok, tu peux faire soit marketing, soit tu peux être commercial, soit des trucs. Mais on te dit pas,
en fait, si tu veux, il y a d'autres voies possibles. Tu peux être aussi freelance, monter ta boîte, tu peux faire de la formation, en fait, on se dit pas tout ça. Mais c'est surtout que, c'est même l'inverse. Au lycée, on te diabolise les réseaux sociaux. C'est la cause des suicides chez les jeunes. Bon, bien sûr que c'est vrai, mais c'est mal, ça rend dépressif, ça rend addict. Les réseaux sociaux, c'est le fardeau de l'humanité, limite. Tu vois, au lycée, tu fais des exposés toute la journée sur ça, en EMC, là. Moi, j'ai pas vécu ça encore. Ça existait pas encore. Bah voilà, moi, j'étais pile dans la période où ça existait assez pour qu'on en parle, mais que en négatif, tu vois. Wow. Et donc, les réseaux, c'est même pas... Puis d'ailleurs, j'ai jamais été très réseau. J'ai eu un téléphone très tard. Et après, j'ai jamais eu TikTok. Insta, toute ma prépa, je l'avais complètement supprimée, je l'utilisais pas. Facebook, je l'utilise jamais. Je n'avais aucune affinité avec les réseaux sociaux. Moi, j'ai juste une affinité avec la psychologie humaine, tu vois. Mais du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est que, en fait, t'es parti du constat que le modèle qu'on te proposait t'allait pas. T'as eu la dépression qui t'a quand même fait des clics en fait, tu peux plus avancer, tu peux plus faire semblant. Et ensuite, t'as continué quand même d'avancer, de tester des choses, et t'as eu plein de petites briques de réponses que t'as un peu assemblées, tu vois. Et c'est avec le recul. Ouais, t'as été en recherche quand même ou au moins en conscience de dire, là, cette expérience-là, elle m'a appris ça, cette expérience-là, elle m'a appris ça sur moi, et t'apprenais à te connaître, et un peu à dire, ok, je mets toutes les pièces du puzzle pour me dire, peut-être que je devrais faire, j'adore l'éducation, j'adore la transmission, et pourquoi pas une formation pour les gens. Ouais, en fait, sur le coup, je conscientisais pas. Je me disais pas, allez, c'est bien, je suis proactive, je vais faire ça et aller chercher telle compétence. Je me laissais juste survivre. Genre, j'étais vraiment en mode, ok, ça se présente à moi, je vais le faire pour m'occuper le cerveau. Mais en fait, il faut comprendre qu'il y a pas d'ambition. Vraiment, j'étais juste en mode, je fais n'importe quoi de ma vie. Genre, je me disais, mais ça n'a aucun sens. À quel moment c'est revenu? Et après le stage chez Chanel, c'est là où j'ai fait la formation américaine. Je me suis dit, ok, il y a un truc à faire. Je sais que je suis bonne dans pas mal de trucs. J'ai déjà lancé plusieurs business depuis que je suis petite. Il y a un bail. Et c'est vrai que je me suis pas direct dit, ok, je vais créer l'académie, tu vois. Je me suis dit, j'aime le business. Genre, je vais commencer à parler ça gratuitement sur les réseaux sociaux et tout. Ça a pris très vite. Tu parlais de quoi? De toutes les stratégies business, réseaux sociaux. Surtout, j'avais déjà eu des expériences vraiment pro avec Insta pour les ongles, par exemple. Donc, j'ai commencé à vachement m'éduquer sur ça, en fait. Et surtout, tester plein de trucs et regarder pourquoi un contenu fonctionnait. Vraiment, moi, j'adore analyser la psychologie pourquoi on aime un truc, pourquoi ça marche pas. Et donc, très vite, j'ai capté les codes. Au début, je faisais du contenu en anglais pour que personne me voie, évidemment, parce que les réseaux sociaux, c'est mal. Et il faut pas être connu, il faut pas être visible. C'est un peu les pensées limitantes que j'avais, tu vois. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je m'emmerde à parler anglais, alors que les seuls qui me regardent, c'est des Français. Mais du coup, t'as créé un nouveau compte? De zéro, je me suis dit... T'as créé un nouveau compte de zéro? Ouais, parce que l'anglais, il flopait pas super bien. J'étais en pleine phase de test, j'ai testé plein de trucs qui évidemment n'étaient pas bons, puisque j'avais aucune base, on m'avait filé aucune stratégie dans la formation américaine, donc j'allais vraiment à tâtons. Et en français, j'étais plus à même de vraiment penser avec une dentelle stratégique qu'aujourd'hui j'enseigne. Et du coup, j'étais en mode, ok, là, ce compte, mais je le fais exploser. Et en fait, en vraiment, 10 jours, le premier post viral qui m'a fait des dizaines de milliers de followers, je pense, à l'heure actuelle. Et puis après, j'ai fait que... Tu parlais de stratégie de contenu. Que des bangers. Wow. Donc, premier post, tu parlais de stratégie de contenu? Ouais, stratégie de contenu, stratégie de vente, d'offres, justement. Ouais. Je parlais business, je parlais beaucoup d'Instagram, de tout. J'étais plus dans l'éducatif, quoi, et dans l'opportunité. Et surtout, j'étais en mode, les gens, ça existe. Parce que moi, j'étais tellement choquée de le découvrir que je me disais, mais il faut que je leur dise. C'est pas français. Et en fait, et puis moi, je savais pas qu'en fait, il y avait plein de gens, plein d'infopreneurs français. Je les suivais pas, je les connaissais. Tu faisais déjà ça un petit peu? Pas du tout. J'ai découvert tous mes concurrents actuels, mais super tard. Vraiment, j'étais en mode, il y en a d'autres. J'étais sûre de réinventer l'eau chaude, moi, mais je suis complètement perchée. Ouais. Du coup, j'ai vraiment fait les choses à ma sauce pour le coup, et c'est ça qui a finalement bien marché, c'est de pouvoir théoriser ma propre stratégie. C'est ça qui vaut de l'or maintenant, c'est que les gens viennent la chercher, quoi. Et là, t'en avais parlé à la personne autour de toi que tu faisais ça? Ah, c'était secret. C'était secret. Ton mec, quand il savait? Et mes parents, par contre, c'était les premiers au courant, parce que, forcément, si je claque 2500 balles, il faut qu'ils augmentent le plafond de ma carte. Et que je puisse, et puis, de toute façon, je suis toujours transparente avec eux. Mon mec, il me disait, mais toi, t'es perché, mais
Et toi, tu crois que ça va réussir, mais Anaïs, t'es trop naïve, mon petit pipou, tu rêves et tout. Et il a eu de la peine. Donc au début, même lui, il était pas... Ah, mais les seuls au courant, il brillait au nez, hein. Il me disait, mais toi, t'es perché. Mais tes parents, il faut quand même débloquer ta carte. Enfin, ils étaient quand même OK pour que t'achètes la formation. Ouais, moi, mais par contre, mes parents, j'ai une chance de dingue, c'est qu'ils sont toujours en mode, ok, tu fais de ton mieux, on verra. Genre en mode, ouais, fais-le. Tu vois, c'est des doers, quoi. Genre, ils sont en mode de, ouais. En fait, ils sont aussi naïfs que moi. Et ça, c'est un avantage considérable quand tu commences. C'est que ça se trouve, j'aurais pu claquer 2500 balles dans une arnaque, tu vois. Bah oui. Ils étaient en mode, ouais, ok, vas-y, essaie. En plus, ça venait d'être mon anniversaire, donc j'avais pile les fonds à force d'économiser, etc. Donc, et puis, ils m'ont un peu aidé, donc franchement, trop bien. C'était trop bien. Enfin, c'était pile le bon timing, en fait. Donc là, t'as ton compte Insta qui commence à prendre, tu commences à avoir des premiers abonnés et tout. Et donc là, comment tu fais tes premiers euros de chiffre d'affaires? Mes premiers euros de chiffre d'affaires, du coup, ça allait très vite puisque dans ma stratégie de contenu, c'était pour vendre, c'était pas du tout pour être influenceuse ou virale ou quoi que ce soit. Donc c'était le premier mois, je crois que j'ai fait plus de 7000 euros, hein, presque 8000. Et tu vendais quoi? Au début, je vendais pas mal de petits produits, genre des e-books, etc. C'était même le tout début de l'ère des plus gros produits, mais plutôt qui restent médium en droit de revente. Là, aujourd'hui, ça me désespère un peu, parce que maintenant, c'est super connoté négatif et c'est super connu. Mais moi, quand je commençais, ils avaient personne dans leur académie. Ouais. Parce que j'ai commencé à revendre leurs trucs en me disant, c'est super, ça me laisse le temps de créer mon propre produit et tout. Et en fait, ça allait super vite, quoi. J'ai voulu basculer sur mon produit le plus vite possible. Mais parce que là, t'as quand même on remet dans le contexte, genre t'as 20 ans ou 21 ans, ouais. Tu fais 7000, tu commences, tu fais un compte Insta, t'as 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, tu fais le premier mois 7000 euros de chiffre d'affaires, tu vas te dire genre, what the fuck, non? Moi, je me disais, mais comment je vais dire ça à mes parents? Vraiment, je me disais, mais pour moi, c'était pas du vrai argent. Faut vraiment comprendre quelque chose. C'est que j'ai eu beaucoup de chance de pas être du tout dans la précarité dans ma vie, ou de... Mes parents ont fait en sorte qu'on n'ait pas besoin de réfléchir à l'argent en tant qu'enfant, même si on a tous des traumas money et des soucis liés à l'argent, plus ou moins parce qu'on entend, tu vois. Mais eux, en tout cas, ont essayé de nous préserver comme ils pouvaient. Et du coup, j'ai jamais été en mode il faut que je fasse beaucoup d'argent parce que la vie est dure sans. J'étais plus en mode il faut que je trouve ma passion. Genre vraiment, je veux vivre de ma passion, même si on me paye un SMIC, je préfère ça qu'1 million dans un taf de merde que j'aime pas. Dans un taf que j'aime pas en finance, par exemple. Ouais. Et du coup, de recevoir autant d'argent pour ce que j'aimais faire. Et puis les gens, il faut comprendre qu'ils achetaient pour moi, en fait. Genre, ils voulaient juste avoir mon suivi, mon coaching, ma vision. Et c'est ce qui est réel dans le marché, c'est que pourquoi des gens naissent de nulle part et foutent une raclée à la concurrence, c'est que, en fait, les gens achètent pour eux. Ouais, ils montrent leur personnalité. Ouais. C'est pas pour le produit qui sera particulièrement révolutionnaire, même si l'académie l'est en un sens, tu vois. C'était vraiment genre, même quand je vendais les produits en droit de revente d'autres gens, finalement, les gens, ils s'en foutaient du produit. C'est moi qui leur faisais découvrir, ils s'en foutaient. Ils achetaient pour moi. Et du coup, au début, tu te rendais pas compte que tu faisais beaucoup d'argent, en fait. Non. Pour moi, c'était comme des bonnes notes. Je me dis, j'ai bien fait mon travail, c'est cool, mais je l'utilisais pas. Enfin, tu laissais sur son compte 7000 euros, lui dire mais plus, même à l'heure actuelle, grâce à ma coach mentale, etc., j'ai vraiment appris à dépenser pour faire plus, être dans ce money mindset positif, etc. Mais il faut comprendre qu'au début, j'étais pas éduquée financièrement, j'avais 20 piges, j'avais besoin de rien, enfin, je pas nécessairement de plus. J'ai remarqué que quand je dépensais mes dépenses habituelles, ça me soulageait de pas compter et de pas être en panique de comparer 2 tomates au supermarché, tu vois. Ouais. Mais je faisais rien de plus dingue que ce que je faisais, tu vois. En fait, t'as jamais fait ça pour l'argent. Ah non, mais c'est ça ça paraît très hypocrite, mais aujourd'hui, par exemple, si je veux 1 million, c'est plus parce que je sais que ça va me encore plus asseoir mon autorité, ça me challenge, ça peut-être me permet d'être encore plus visible, ça unlock des opportunités, mais je n'ai pas besoin d'1 million pour vivre, tu vois. C'est pas 1 million sur ton compte qui t'excite, en fait, c'est pas ça. Non, j'aime pas les supercars, je m'en fous d'avoir un yacht, d'ailleurs, pour 1 million, je pense pas que ce soit la priorité, le yacht, mais tu vois, même à terme, c'est pas des choses qui me font vibrer. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est de me dire, j'aurai 800 clients par an. Ouais. Tu vois? Trop bien. Ah, mais c'est hyper intéressant. Et du coup, l'académie, c'est du coup vraiment ta boîte, c'est ce que tu vends aujourd'hui.
comment ce projet-là, il est né. Et aujourd'hui, parce que tu l'as structuré étape par étape, comment t'en es arrivé aujourd'hui à cette version finale qui a des super résultats, etc. J'ai vu que les gens achetaient mes plus petits produits, mes produits médiums, etc. pour moi. Genre qu'ils voulaient mon suivi, mon accompagnement et des choses beaucoup plus détaillées. Et du coup, très vite, mais vraiment dans mes 2-3 premiers mois d'activité, je me suis dit, il faut que je crée un accompagnement plus complet, tu meurs. Genre un truc vraiment, quelque chose qui va rentrer en concurrence avec les écoles de commerce, mais sur la partie entrepreneuriale. Tu vois ? Trop intéressant. Pour moi, d'ailleurs, il y a pas photo, c'est pas de critique, bien évidemment, mais la branche entrepreneuriale des écoles de commerce, c'est pas très développée à mon goût. Ouais. Surtout sur la partie digitale, en fait. Donc toi, tu l'avais vraiment comme une formation 360 pour les entrepreneurs, pour les gens qui veulent entreprendre. C'est ça. Et c'est même pas une formation, c'est vraiment un accompagnement, tu vois. Ouais. Évidemment qu'il y a le pilier, il faut passer par la formation, mais c'est un accompagnement. C'est genre... proposes quoi dans l'académie, là ? En fait, il y a 3 piliers d'accompagnement dans l'académie. C'est un pack, tu peux pas prendre un, tu vois. T'as la partie e-learning qui détaille toutes mes stratégies. Donc, stratégie de structuration d'offres, stratégie de contenu sur les réseaux sociaux pour vendre et tunnel de vente. Après, une fois que quelqu'un a vu ton post, comment il devient ton client fan, tu vois. Donc, je détaille ça avec toutes les stratégies que j'ai théorisées. Donc, c'est ce que j'utilise dans mon business. Normalement, il n'existe pas ailleurs parce que je l'ai créé. Ta méthode. Oui, j'ai créé mes méthodes. J'ai créé une alternative pédagogique à tout ce qui existait. Et du coup, la plateforme, elle sert à détailler ça, à donner les documents stratégiques qui vont permettre aux gens d'appliquer aussi ce que je dis. Après, il y a des coachings de groupe. Et en plus, il y a un suivi one-one. Ils ont tous leur coach perso. Camélia, si tu passes par là, je t'embrasse. C'est une docteure en psychiatrie et elle est coach pour les entrepreneurs avancés depuis 5 ans. Wow. Donc, tu vois, ils ont une chance trop cool d'être accompagnés par elle. Et moi, je les accompagne aussi en one-one, mais sur un canal dédié à ça. Dès qu'ils ont des questions, je suis là pour les accompagner. Tu vois, ils sont jamais seuls devant des vidéos, ça sert à rien. Trop bien. Et du coup, quand t'as lancé l'académie, ta dépression, elle est partie ? Alors, mais elle est partie même bien avant ça. C'est quand j'ai lancé ce business et que je voyais que les gens achetaient pour... Ça fait très égo trip, mais pour moi, j'ai vu qu'en fait, j'avais une valeur. Et quand je voyais mes concurrents les plus installés, c'est très, très arrogant, mais je me disais, je peux faire beaucoup mieux. Donc, t'as retrouvé un drive, en fait. Et ça t'a fait enlever la dépression. Exactement. J'ai retrouvé du sens et j'ai compris ma mission de vie. Alors que c'est quoi ta mission de vie ? C'est d'accompagner les entrepreneurs à manipuler leur stratégie digitale et à les rendre prévisibles. À savoir, à connaître tellement sur le bout des doigts la psychologie humaine de l'achat, finalement, parce que ce n'est rien d'autre que ça, que, en fait, leur activité, sans capital de départ, sans payer des pubs, sans prospecter, on a une chance inouïe, en 2025 et pour les années suivantes, de pouvoir vendre en organique, ce qui s'est jamais passé dans l'histoire de l'humanité avant. Trop bien. À part si tu payes des panneaux sur l'autoroute, mais c'était pas aussi impactant. Toi, ce que tu dis aux gens, c'est en fait, tu peux avoir genre une passion, avoir un métier qui est en lien avec toi, ta zone de génie, et via Instagram, réussir à le monétiser, à le vendre, et même à très bien le vendre. Et toi, tu donnes toute la stratégie pour réussir à faire ça. Ouais, je pense que la plupart des gens, pour l'expertise qu'ils ont, ils gagnent vraiment pas assez, en fait. Oui, parce qu'en France, beaucoup de freelance, de coach et tout, ils galèrent de fou. Genre, déjà, faire 5 000 par mois, c'est beaucoup pour les gens, tu vois. Toi, tu leur dis, en fait, non, tu peux dégommer tes plafonds et aller chercher beaucoup plus. Ouais, on va chercher tous les paliers qui les intéressent, finalement, puisque moi, on va peut-être en parler, mais comme je fais entre 50 et 100K par mois maintenant, je sais que ce que je leur transmets, ils peuvent totalement l'appliquer pour leur niche. Genre, j'ai rien de spécifique, tu vois, j'ai aucun secret pour mes clients. Donc, en fait, tout ce que je fais, ils sont capables de le faire avec un petit temps de décalage. C'est trop bien, parce qu'en fait, je trouve que t'incarnes vraiment le truc de... Parce que, toi, tu le fais, du coup, je trouve que ça rend vraiment le truc possible. Ouais. Et tu dis, mais en fait, toi, t'as 23 ans, tu fais entre 50 et 100K par mois, ce qui est genre est complètement impossible pour plein de gens. Mais genre là, t'es juste toi en chair, en os devant moi et tu le fais. Et du coup, je trouve que c'est trop bien parce que même moi, je me dis, ah ok, c'est possible de faire plus de 50 000 euros par mois en quasi solo, parce que t'as une petite équipe, je sais, mais je veux dire, t'as pas un empire, t'as une petite équipe, c'est organique, quoi. C'est organique, t'as pas énormément de charges, etc. Mais t'as juste trouvé ton truc. Et en fait, juste c'est possible, quoi. Alors juste c'est possible, moi je trouve ça incroyable. Ouais, mais merci beaucoup. Mais en fait, c'est ça. Mais moi, ce qui me choque le plus dans mon business, c'est que j'attire à moi les gens sans fausses promesses, sans être
une caricature infoprenariale sans prospecter, aller les chercher, sans payer de pub. Ouais. Enfin, tu te rends compte qu'il y a des gens, juste parce que je poste des contenus gratuits, ils arrivent à me donner leur confiance et à investir en eux et à unlock des paliers de dingue dans leur business, si ce n'est même commencer de zéro pour certains. Donc, oui, bien sûr qu'il y a plein de freelances qui galèrent, mais c'est qu'ils n'ont aucune stratégie, ils peuvent apprendre. Et du coup, c'est quoi, si t'as quelques conseils, justement, de vente, de stratégie, parce que du coup, on est tous hyper intéressés ici. C'est quoi, en fait, comment tu fais pour vendre sur Instagram? C'est quoi tes meilleurs conseils? Alors, en fait, ce que je fais, en général, comme il faut passer une sélection pour accéder à l'académie, c'est que je prends toujours les gens d'abord sur un créneau de 15 minutes pour une consultation offerte. Ils repartent avec énormément de valeur, quoi qu'il en soit. Mais mon but, c'est de voir à quel point ils comprennent l'enjeu. Et pas que l'enjeu du gain, mais genre l'enjeu stratégique. En fait, je veux qu'ils comprennent ce qui leur manque avant de pouvoir ne serait-ce qu'entamer leur inscription à l'académie et être sélectionnés. Donc sur les 15 minutes, voici ce que je dirais à la plupart des gens que je vois, et j'en ai fait au moins 2000 des calls comme ça. Il y a toujours 3 piliers dans un business en ligne pour qu'il fonctionne. S'il manque un des 3 piliers, de toute façon, les ventes seront très capées et voire même chuteront après avoir atteint leur climax. Tu vois, genre en général, le climax, c'est entre 3 et 6 000 euros. Si t'as aucune stratégie mais que t'es particulièrement intuitive ou intuitif, tu vois, tu peux te démerder mais ça tiendra pas. Ces 3 piliers, c'est la structuration d'offres. Stratégie de structuration d'offres, c'est-à-dire que beaucoup s'épuisent à faire une ribambelle d'offres qui correspondrait à un produit d'entrée, un produit de middle, un high ticket pour les plus motivés, tous les budgets. Non. On s'en fout d'avoir 10 personas et une offre pour chacun d'entre eux. On veut un persona, un tunnel, une offre high ticket. Une seule offre alors. Mes conseils, une seule offre. Une seule offre. Mais cette offre, tu te doutes bien que si elle est mal structurée, elle se vendra jamais. Il y a une structure particulière que moi je conseille à tous mes clients pour le high ticket. C'est de mettre au centre ce pourquoi les gens pensent acheter. Typiquement, je vais te voir, je veux du coaching avec toi. Ton offre high ticket, elle est censée avoir du coaching au centre. Genre du one-one par exemple. Mais ça suffit pas, elle est pas irrefusable ton offre. N'importe qui peut me proposer du one-one à la séance, tu vois. En particulier pour les thérapeutes. Je vais voir le psy du coin sur son site internet, il peut me proposer des séances, tu vois. Ouais. Non, on formule le coaching au milieu. Autour, je conseille de mettre 3 mid-tickets. Un mid-ticket, c'est genre un produit que tu pourrais vendre littéralement séparément à peu près 500 balles, si j'arrondis. Donc ça, pour expliquer, du coup, parce que t'as le low ticket, c'est quand tu vends pas cher, le middle ticket, c'est quand tu vends un peu plus cher, et high ticket, ça va de 1000 euros quand tu vends plus cher pour... Ouais, c'est entre 1000 et 100 000 euros. Et infini, voilà. En vrai. Mes clients, ils vendent tous entre 1000 et 10 000 euros. Leurs offres, du coup. Et encore 1000, c'est quand ils commencent à se familiariser avec le high ticket. Ils ont besoin d'être rassurés pour voir si ça vend. Et après, ils sont rassurés, ils augmentent, tu vois. Mais du coup, t'as ta base. Donc, t'as ta base. Et en même temps, tu mets des middle tickets à côté. C'est ça. Si je simplifie, tu fais une sorte de patate au milieu, d'étoile. Et après, tu mets, j'appelle ça des nuggets, parce que quand tu vas à McDo et que tu prends un menu, t'es content d'avoir tes petits 4 nuggets à la fin, c'est la petite surprise finale qui fait que l'expérience client est dingue. Et ça, tu dois parsemer ton offre de nuggets. Des bonus. Des templates, des choses qui vont accélérer le parcours client et le rentabiliser au max. Mais c'est des petits trucs qui te coûtent rien, toi, mais tu les mets, c'est stratégique. Ça, c'est une offre irrefusable. Oui, donc un gros truc et plein de petits bonus. C'est ça, et 3 mid-tickets qui vont orner le tout. Et 3 mid-tickets, par exemple, c'est quoi un exemple de mid-ticket? Bien sûr, c'est genre tu mets du coaching, à côté tu mets une plateforme de formation annexe qui va accompagner les entre-deux coachings, tu vois. Tu mets un suivi WhatsApp, par exemple. Tu mets une communauté, ça vaut de l'or. Il y en a qui payent des abonnements tous les mois pour être dans une communauté d'entrepreneurs. Donc ta patate, c'est ton one-one, par exemple. Ouais. Et les middle tickets, c'est... Donc le groupe WhatsApp, la communauté, la plateforme, et les bonus, c'est genre des templates. Voilà, c'est ça, les nuggets, c'est vraiment des petits trucs qui valent pas grand chose, moins de 100 euros, tu vois. Ouais. Mais qui explosent la valeur perçue de ton offre. Donc t'as 3, tu vois, il faut réfléchir à ces 3 éléments-là pour structurer ton offre. Ouais, mais typiquement, je suis coach sportif. Le centre, c'est du coaching. One-one. Genre, voici les exos que tu dois faire à la salle, voici ton programme, etc. Sur les mid-tickets, tu peux mettre, je sais pas, une branche, c'est 3 e-books de recettes prêtes en 20 minutes pour moins de 5 euros. La deuxième branche, c'est un suivi WhatsApp tous les jours pour voir si t'appliques bien ton programme. Et la troisième branche, ça peut être une plateforme de formation pour des exos à faire dans des circonstances où tu pourrais pas suivre le coaching. Je sais pas, t'es en vacances, voici les exos que tu fais pour compenser. C'est, je sais pas...
malade, voici ce que tu peux faire. Enfin, tu vois, soyez créatif. Mais en gros, aucun de mes accompagnés n'ont la même offre. Genre vraiment, c'est modulable à l'infini. Et voici la structure. Trop bien. Voilà. Donc, une fois que t'as une seule offre, tu sais comment la structurer. Après. Donc, tu la structures. Maintenant, c'est bon, t'es sûr de pouvoir la vendre. Faut-il encore avoir les 2 autres piliers? D'abord, la stratégie de contenu. La stratégie de contenu, c'est vraiment comment tu t'adresses aux 3 profils d'acheteurs qui sont 1, le profil intellectuel, c'est celui qui a besoin de te trouver compétente pour t'acheter. 2, le profil analytique, c'est celui qui a besoin de voir que tu as des résultats pour t'acheter. Et 3, le profil émotionnel, c'est celui qui a besoin de te faire confiance émotionnellement pour t'acheter. Donc comment dans ton contenu tu t'adresses à ces profils-là dans un ordre stratégique et chronologique entre chaque poste pour mener à la vente, mener à l'entrée dans ton tunnel. Justement, le 3e pilier d'un business qui fonctionne, c'est un bon tunnel, adapté à l'offre. Donc si tu fais du high ticket, faut que tu aies un tunnel high ticket. Tu peux expliquer ce que c'est un tunnel peut-être? Ouais, un tunnel, c'est vraiment le chemin que va emprunter le prospect une fois qu'il a vu ton post. Comment il arrive dans ton offre? Comment? C'est pas juste tu lui envoies le lien Stripe, il paye en DM. Il y a un tunnel progressif qui va construire le triangle de la confiance. Le triangle de la confiance, c'est le prisme par lequel doit passer le prospect pour t'acheter. Tu dois, à travers ton tunnel, construire la confiance qu'a le prospect en lui-même. Donc typiquement, si, je sais pas, t'es thérapeute, mais que le prospect n'a déjà plus aucun espoir pour lui et voilà, ne veut pas se soigner, il ne t'achètera pas du high ticket. Il t'achètera même pas un e-book à 20 balles parce qu'il n'a plus aucune estime et espoir à s'en sortir, tu vois. Donc ce sera pas un client. Un client, c'est celui qui a un minimum confiance en lui pour se dire qu'il veut opérer cette transformation. Et ton tunnel doit renforcer cette confiance. Ouais. 2e type de confiance, c'est la confiance qu'a le prospect en toi, en tant que personne. Genre à quel point tu lui parais fiable, pertinente, voilà, tu vas faire ce que tu dis et tu vas, je sais pas, lui apporter vraiment la solution qu'il cherchait, enfin, ta personne. Et la 3e type de confiance, justement, c'est la confiance en l'offre. Et on revient au 1er pilier, c'est ton offre, elle est structurée n'importe comment. Il y aura beaucoup de prospects qui te diront au tel, même moi, j'ai confiance en toi, c'est pas le problème, mais c'est pas ce que je cherchais. Ou je sens qu'il me manque des trucs. Ou je sais pas, c'est trop cher, ils vont rester sur l'objection, tu vois. Si t'as trop d'objections, c'est que ton offre, elle est pas stratégique, quoi. Moi, j'ai un logiciel qui trace, du coup, mes appels de sélection. Et souvent, le logiciel me demande quelles objections j'ai dû contrer pour faire rentrer les gens dans mon offre. Et vraiment, souvent, je coche la case aucune. Parce que mon offre, elle est tellement bien structurée qu'il n'y a pas de vraie objection. Oui, bien sûr qu'on parle budget au bout d'un moment et qu'on s'organise, mais il n'y a jamais c'est beaucoup trop cher. Tout le monde me dit, franchement, moi, je l'aurais mis à 6 000, par exemple. C'est pas trop cher, c'est juste qu'il faut que je m'organise niveau budget. Ouais. Le tunnel, il te sort le meilleur du prospect, tu vois. Ouais, en fait, un bon tunnel, il te convainc quand t'arrives au bout, t'es convaincu. En fait, l'appel de closing, ce qu'on appelle dans le métier l'appel de closing, donc c'est l'appel où t'es censé convaincre et vendre ton offre, convaincre le prospect de signer. C'est pas vraiment que ni mes clients ni moi qui pratiquons ce tunnel, je n'ai pas besoin de faire d'efforts drastiques de vente lors de cet appel. Oui, c'est fluide. Tout s'est passé avant. Toute la pertinence que je vais leur apporter, la structure de mon tunnel et de mon offre, fait le taf avant. Ouais. Et ceux qui viennent, c'est eux qui postulent. On n'est pas dans le rapport de force de moi, j'ai besoin de leur vendre. Ah ouais. C'est eux qui veulent rentrer. Parce que du coup, par exemple, toi, ton tunnel de vente, c'est que tu vas faire du contenu sur Instagram, donc avec ta stratégie. Ouais. Tu fais ton contenu, tu fais des appels à l'action. Les appels à l'action les mènent à prendre un call découverte. Le call découverte les mène à prendre un autre call plus long de closing. Ouais. Et le vente de close, après ta call de closing, et ça te mène à l'accès à la formation. Mais du coup, c'est ça un tunnel de vente. Oui, c'est le parcours exactement. Moi, je vais pas poser les mêmes termes, et ça me semble important de le dire pour ceux qui écoutent. En gros, moi, je crée du contenu qui a de la valeur, qui construit les 3 types de confiance dont on a parlé, qui font appel aux 3 profils d'acheteurs. Donc, il y a des gens qui vont vouloir creuser parce qu'ils me trouvent très compétente, parce que je suis une technicienne, je suis une experte, tu vois. Il y a des gens qui vont creuser parce qu'ils ont lié un lien émotionnel avec moi, tu vois. Et il y a des gens qui vont creuser parce qu'ils voient que j'ai du résultat de toute façon. Donc, c'est les 3 profils d'acheteurs dont je te parlais. Une fois qu'ils veulent creuser, effectivement, mes posts font des appels à l'action réguliers, soit vers des lead magnets, tout simplement. Donc, c'est des produits, je sais pas, des e-books, des checklists, des templates que j'offre.
Et effectivement, ils vont tomber dans une campagne d'email qui là aussi dégage de la valeur et fait des appels à l'action vers une consultation offerte. Pourquoi je dis consultation offerte? C'est parce que c'est pas un appel découverte. À aucun moment, je vais parler de mon offre lors de cet appel-là. Tout simplement parce que c'est à moi de qualifier le prospect et de le sélectionner. Donc je vais pas lui dire, je vais pas lui essayer de lui vendre mon truc alors que c'est pas du tout l'objet de l'appel. L'objet de l'appel, c'est qu'on fasse un audit, un état des lieux de ce qui se passe dans son business, que je lui montre le plan d'action que j'aurais conseillé à un client. Il part avec ça. Souvent, c'est tellement pertinent qu'il me demande à rentrer dans l'académie. J'accepte ou non et je les envoie effectivement à un appel où on parlera que de ça. Mais il faut le lieu et le moment pour, tu vois. Mon idée, c'est pas de les attirer dans une espèce de traquenard, tu vois. C'est vraiment les gens qui demandent après qu'on ait une discussion pertinente sur leur business. Trop bien. Et du coup, ils viennent au call. Et donc, t'as le premier call qui est full valeur. Full valeur. Je ne leur parle pas de l'académie. Et même quand ils me demandent, je dis que j'ai pas le temps, que là, c'est 15 minutes dédiées à eux. On se fera un autre call s'ils veulent. Ouais, trop bien. Trop intéressant. Ouais. Du coup, ça, c'est la méthode que t'as mis en place, que t'as rodé, que t'as essayé, que t'as donné à d'autres personnes et tout le monde l'a essayé, tout le monde l'a validé, quoi. Ouais, c'est on rend à César ce qui est à César, c'est Mathias Nézard, un collègue qui m'avait conseillé de faire ça. Et je l'ai fait complètement à ma sauce, évidemment, revisité dans tous les sens comme d'hab. Mais le tunnel final, c'est vraiment 100% ma petite création à moi, tu vois, et c'est totalement ce qu'il me fallait. Trop bien. Et c'est ce qui marche le plus avec mes clients. Ok, donc quand quelqu'un te dit, moi je galère avant, tu lui dis, applique cette strat et on en reparle, quoi. Ouais, exactement. Trop bien. Mais je dis même pas, on en reparle. Ils savent qu'en fait, je leur dis exactement quoi faire. Mais le comment, je peux pas le dire en 15 minutes, c'est évident, parce que c'est l'objet de mon accompagnement éternel, tu vois. Ouais. Donc, je le dis dans l'académie, le comment. Mais s'ils veulent savoir le comment avec moi, pas se débrouiller seul et galérer des mois, en général, ils postulent. Trop bien. Et du coup, là, c'est quoi ta vision? Parce que l'académie, ça existe depuis 2 ans. C'est quoi ta vision? T'imagines l'académie dans 10 ans, c'est quoi? En fait, l'académie, ça existe depuis même pas 1 an. Elle est sortie en septembre dernier. Purée. Il y a plus de 200 et quelques clients maintenant. J'en ai eu plus de 500 dans ma vie avec les autres produits. Ma vision, je veux devenir... Ma coach me dirait, c'est déjà le cas, mais je veux devenir une éminence dans l'entrepreneuriat français, dans l'entrepreneuriat organique, tu vois. Que ce soit pour le monde startup ou le monde infopreneuriat bootstrap, j'en ai rien à faire. Je connais quasi tout grâce à mon expérience en VC, tu vois. Et je veux juste vraiment que mes théories soient connues et qu'un jour peut-être on me citera du côté entrepreneurial, tu vois. J'adore théoriser en fait. Donc quand je théorise une stratégie, je sais qu'elle n'existe pas et que j'aimerais être reconnue pour ça, quoi. Trop bien. Et après peut-être aussi concurrencer les écoles de commerce, ça fait que ça devient une vraie voie en fait. Oui, j'aimerais bien que ce soit une voie, genre après le lycée, tu fais quoi? Académie. Ouais, tu vois? Parce que j'ai la confiance en mon produit, me dire que ça large les épaules pour avoir fait une école de commerce, je vois bien, hein, tu vois, les manquements et là où je peux largement apporter ma patte. Donc ouais, mais je pense que c'est déjà le cas. En fait, malgré moi, et les gens s'en rendent compte tard, puisque mes clients ont déjà 30 ans en moyenne, tu vois. Mais c'est déjà le cas. Oui, ça sera de plus en plus tôt et les gens vont avoir le déclic de plus en plus jeune. Mais du coup, justement, toi, c'est quoi aussi ton avis sur ta génération? Parce que toi, tu nous en as parlé, t'as vécu cette quête de sens, mais j'ai quand même la sensation que aujourd'hui, toute ta génération, elle est un peu perdue, elle se reconnaît pas dans le monde du salariat, elle se pose beaucoup plus de questions que les générations précédentes. Comment tu vois, toi, à ta hauteur, ta génération? C'est vrai qu'on essaie beaucoup de nous faire passer pour une génération névrosée. Je pense qu'il faut voir le verre à moitié plein et se dire qu'on est une génération qui nous priorisons plus, que ce soit notre santé mentale, vouloir se connecter à sa mission, vraiment s'interroger sur ce qu'on fait, tu vois, et plus juste le faire parce que c'est la norme. On a complètement dégagé les normes de nos moyens de réfléchir et ça rend pas forcément plus heureux sur le moment, mais ça aligne long terme, c'est sûr. Effectivement, quand tu parles à un étudiant de mon âge, la plupart, là, ils sont en Master 2, ils savent toujours pas ce qu'ils vont faire. Ils sont en mode, il y a rien qui me plaît, donc je pense que je vais faire ça 5 ans, prendre mon argent et partir. Pas du tout. Et c'est comme ça que beaucoup restent très malheureux dans leur carrière longtemps. Je leur souhaite vraiment pas, mais s'interroger, ça suffit pas, tu vois. Faut tester. De tester des choses, de prendre des risques. Achète cette putain de formation, que ce soit la mienne ou quelqu'un d'autre, mais fais
fais ce job d'été. Fais ce stage qui n'a rien à voir. Moi, je peux te dire qu'avec mon stage chez Chanel, il y en a plus d'un en finance qui m'ont ri au nez. Hein. Mais t'inquiète pas que j'aurais quand même le meilleur poste si je voulais. Tu vois? Parce que moi, j'ai testé, je sais. Et la vente, mais je remercie l'univers de m'avoir mis chez Chanel en stage de terrain pendant qu'ils faisaient tous des stages en banque, tu vois. Ouais. En fait, c'est un peu que là, toute ta génération, elle a le déclic, mais elle a pas encore les solutions. Enfin, du coup, elle voit pas forcément les solutions. Bah, pas tous, hein. Je trouve qu'il y en a beaucoup des proactifs, tu vois. Enfin, on me fait beaucoup passer pour la génie de mon siècle, à mon âge, etc. Mais en fait, je vois que les vrais génies, entrepreneurs, dans quasi tous les domaines, j'ai l'impression qu'ils ont tous mon âge. Ils sont très jeunes, ouais. Bah, c'est nouveau, hein. C'est très nouveau. C'est nouveau que les gens à 20 ans, 21 ans, ils sont dans l'entrepreneuriat, ils arrivent à faire beaucoup d'argent. Et c'est pour ça qu'il y a aussi autant de gens qui disent que c'est des arnaques ou c'est impossible, etc. Parce que c'est tellement, genre, la new que ça paraît... Après, il y en a plein des petits jeunes qui font ça, ils feront jamais ça plus d'un an. Enfin, je les vois, ils réussissent pas trop mal, ils se font de la thune. Je sais que c'est passager pour eux. Moi, je te parle des vrais génies, genre qui sont quasi top 1 de leur marché alors qu'ils ont mon âge. Ouais. Un peu comme moi, comme toi, alors, bientôt, tu vois. Je me dis, c'est ça. Ceux qui ont eu la névrose d'abord ont transformé en succès leur échec ou leur perte de sens, tu vois. Ils se sont juste reconnectés très vite. Et je pense que c'est une chance de faire une sorte de crise de la quarantaine tôt. C'est de te dire, j'ai trouvé le sens direct et je suis allée chercher parce que c'était un besoin vital. Et en fait, je pense qu'il y en a qui en souffrent un peu. Des fois, quand ils y pensent trop, ils disent, putain, quelle galère, en fait, j'aime pas ce que je fais. Mais qui peuvent vivre avec. Moi, je pouvais pas vivre avec. Genre, je me dis, c'est pas impossible. Cette vie-là, je veux pas la vivre. Genre, c'est un no-go. Je ne pourrais pas, même quelques mois. Ah ouais. Tu vois? Et comment t'as appris à rêver grand comme ça? Parce que t'as quand même, tu vois, des grandes ambitions. Dès que t'as commencé le business, tu t'es dit, OK, je vais faire 50 000 euros de CA par mois. Après, maintenant, 100 000. Là, tu vises le million cette année. Comment t'as appris à avoir autant d'ambition et à rêver aussi grand et te dire, c'est possible pour moi? Déjà, j'ai eu beaucoup de chance d'être élevée avec des ambitieux. Mes parents, ils sortent de nulle part. Hein. Ils ont pas, on n'est pas des héritiers ou quoi que ce soit, mais ils ont fait médecine et du coup, ils sont dans la médecine. Donc, je pense qu'ils ont quand même un niveau de vie qui m'a permis de rêver grand financièrement. Je pense aussi que je suis, on appelle ça, petite dédicace à Fanny Newsbaum, mais on appelle ça les performeurs. Tu vois, c'est que moi, pour vivre, il faut que je me sente performer. C'est ce qui me rend heureuse. C'est de faire un truc un petit peu exceptionnel, un petit peu hors norme. Donc ça aussi, ça fait partie de mon caractère, mon fonctionnement, ma personnalité. Là, je fais un peu le tour de tout ce qui est quasi inné, tu vois, et de la chance que j'ai eu dans mon déterminisme social, tu vois, parce que je sais que c'est une chance inouïe, j'aurais peut-être pas réfléchi comme ça si j'étais née ailleurs, tu vois. Ma neuroatypie aide énormément parce que de toute façon, j'ai compris que je voyais pas du tout le monde à travers le même prisme que 99% des gens. Hein. Donc très vite, je me suis dit bon, alors c'est un super pouvoir, faut que je l'utilise, tu vois, pas pleurnicher 100 ans. Donc tout ça déjà, juste le fonctionnement basique de cet ordinateur. Ouais. Et après, comment j'ai appris à rêver grand? Dès que je sais pas un truc, je vais l'apprendre. J'ai une passion pour l'apprentissage et donc l'enseignement, parce que c'est foncièrement lié, qui fait que je peux rêver grand parce que je pars du principe que tout s'apprend. Tu vois ce que, c'est intéressant, ouais. Faut vraiment le voir comme ça. Je n'ai aucun obstacle dans ma vie. Je me dis vraiment, à part apprendre à chanter, ça je sais que je pourrais pas si je pars de trop loin et que j'aurais pas l'énergie pour faire autant d'efforts. Mais je te jure que dans ma tête, c'est mon côté délulu un peu. Hein. Dès que je vois un truc, c'est mon toxic trait, je me dis, je suis sûre que si je m'entraîne, je peux le faire. Ouais, tout est possible. En échange d'apprentissage et de temps passé à appliquer. Et toi, du coup, ton truc, c'est, peu importe l'objectif, si j'apprends à le faire, je peux le faire. Oui, mais tout, hein. C'est pour ça qu'en fait, c'est un peu le côté multipotentiel et tout. Enfin, c'est que des mots qui sont un peu bullshités à l'heure actuelle, mais j'embrasse ma nature profonde et je me dis, mais dès que j'aime un truc ou que je veux un truc, je sais que je peux en échange de la carte apprentissage et du temps passé à le faire. Non, mais c'est trop bien. Et j'espère que toutes les personnes qui nous écoutent, en fait, j'ai juste envie de vous dire que c'est aussi possible pour vous et que j'adore écouter Anaïs parce que justement, tu parles librement de cette ambition et t'as des ambitions qui sont qui peuvent paraître folles, etc. Mais en fait,
ça peut être la norme pour tout le monde et tout le monde peut se dire mais en fait moi aussi j'ai envie d'aller toucher les étoiles et de réaliser ça pour moi et en fait c'est comme Diana, si t'apprends, si tu donnes les moyens de faire les choses, si tu choisis un truc qui est dans ta zone de génie, etc., bah c'est possible pour toi aussi. Je trouve que c'est un message qui est tellement important de se dire en fait rêve le plus grand possible et va chercher peu importe l'apprentissage, les moyens, les rencontres, les expériences pour y arriver quoi. Ouais, mais dans cette quête là, enfin tu peux changer ta réalité, tu peux changer complètement ta façon de réfléchir. J'ai toujours été très pessimiste quand j'étais petite parce que profil très anxieux et tout. Donc je dis pas que je suis une éternelle optimiste et que c'était intégré à mon fonctionnement, bien au contraire. J'avais l'impression d'être incomprise, de pas avoir d'être anormale et jusqu'à très tard, du coup, jusqu'à ma première année d'école de commerce, je me disais, je comprends pas mon intérêt et ma place dans ce monde. J'arrive pas à donner du sens à la vie de manière générale. Dans mon cas, je comprends pas comment les gens font. Tu vois, il y avait trop d'incompréhension de mon côté. Et en fait, c'est des gens comme toi, Mona, qui rendent tout ça possible pour les gens comme anciennement moi. Des gens qui fédèrent, qui inspirent, qui te transmettent comment transformer ta réalité et tout, tu vois. La partie mindset, la partie donner du coup vie à ce genre de discours, tu vois, c'est nécessaire. Et moi, je pense que c'est à force de m'entourer ou en tout cas de commencer à écouter les gens comme ça, d'accepter que de toute façon, les gens de mon entourage, c'était pas comme je voulais réfléchir. Quand j'ai entourage, c'est environnement, je sais pas, l'école ou quoi, tu vois. C'est vraiment d'aller chercher les gens qui sont considérés de toute façon comme anormaux. Parce qu'on est pareil, tu vois. Ouais. Et c'est ultra intéressant des gens comme toi qui donnent accès à ces discours-là. Merci. Tu vois. Et qui même en font des discours comme ça, tu vois. Merci, bah ouais, c'est hyper important parce que je pense que comme toi, tu vois, j'ai cette dalle de dire, mais en fait, les gars, il y a d'autres chemins possibles et si t'as envie de faire un truc, mais genre, vas-y, fais-le et go, tu vois. Et c'est une question de mindset, de savoir que c'est possible, d'avoir des rôles modèles qui montrent l'exemple, etc. Et je voulais aussi revenir sur un truc hyper intéressant que tu as dit, c'est que du coup, tu as parlé de ta neuroatypie. Tu m'as dit que tu l'avais appris récemment. Comment tu l'as appris? C'est quoi et comment tu le vis aujourd'hui? Les gens, ils vont rigoler du coup, mais en fait, cette quête de sens, elle est pas née en école de commerce, tu vois, elle me hantait déjà au lycée. Au point que j'ai pu faire des phobies scolaires, enfin... Je parais complètement instable raconter comme ça, mais j'ai trouvé ma stabilité. Enfin, c'est assez incroyable. Mais vraiment, quand j'étais plus jeune, encore plus jeune, j'étais vraiment en instabilité constante de ne pas comprendre ce qu'il fallait que je fasse, tu vois. Et du coup, j'ai oublié ta question. Comment t'as appris ta neuroatypie? Ah oui, voilà. C'est tout s'explique. Et du coup, au lycée, j'ai commencé à aller voir un thérapeute pour la première fois. Parce que j'arrivais à un point quasi pas de non-retour, mais d'instabilité trop omniprésente. Au début, c'était juste que j'aimais de moins en moins aller en cours, que ça me stressait, que je faisais des crises de panique tout le temps et tout. Après, parce que je pouvais même plus sortir de chez moi. Donc, normalement, je me suis dit, bon, je pense qu'il serait utile d'aller consulter. Mais comme dans ma famille, personne va consulter, que c'est très tabou, etc. Je l'ai fait un petit peu comme ça grâce à ma mère en soum-soum, là. Et ce psy a révolutionné, c'était avant le formateur américain, c'est celui qui m'a fait un vrai déclic mental, de me dire que j'étais très bien, que j'étais pas anormale, qu'il y avait rien de grave. Juste, j'étais complètement neuroatypique, genre un petit peu autiste sur les bords, tu vois. Et du coup, bah, il m'a dit, alors, t'inquiète meuf, tout va bien se passer. On t'a jamais dit que t'étais HPI++++? Et moi, j'étais en mode, c'est qui? C'est quoi HPI? C'est un ordinateur? Je sais pas. Et en gros, plus sérieusement, c'est lui qui m'a diagnostiqué. Donc HPI, hypersensible. HPI, ça va avec le HPI, hypersensible, au potentiel émotionnel aussi. Et en fait, on n'a pas fait des tests de l'autisme. Je te balance tout, hein, t'en feras ce que tu voudras. J'aimerais les faire. Pour beaucoup de raisons que flemme de tout raconter. J'aimerais les faire, mais c'est tellement compliqué. Ah ouais? C'est un process qui est long. Ils te prennent pas de toute façon en priorité. Enfin, ils te prennent pas au sérieux quand t'en souffres pas drastiquement, parce qu'il y a que 2% des autistes, en gros, qui peuvent avoir une vie normale et indépendante, tu vois. Donc, c'est très peu. Donc, ils priorisent bien évidemment les personnes qui sont en grosse difficulté pour faire ce genre de diagnostic qui sont très longs, lourds, j'imagine très coûteux, tu vois. Donc, j'arrive pas à entamer la démarche, tout simplement. Ouais, t'as pas trouvé quelqu'un qui voulait qui pouvait t'accompagner là-dedans. Mais j'aimerais trop. Mais à chaque fois, ça s'est pas fait et c'était très compliqué, donc j'ai un peu abandonné.
tout ça pour dire que je pense que le diagnostic est important. Enfin, moi, il m'a aidé une première fois sur déjà le côté juste t'es complètement neuroatypique plus. Donc, il faudrait voilà déjà le dire à tes parents. Que tu leur as annoncé? Ben en fait, il a fait rentrer ma mère et elle était en mode qu'est-ce qui se passe? Et il lui a dit qu'il faudrait peut-être creuser des tests, etc. Et en fait, elle a dit ah mais on sait en fait en CP on lui avait fait déjà beaucoup de tests de QI, etc. L'école m'avait prise en charge. J'ai un blackout total de cette période, donc je te le raconte parce qu'on me l'a dit, mais dès le CP, on m'avait prise en charge. Enfin, une psychiatre m'avait prise en charge sur la partie neuroatypie. J'avais fait des tests, etc. Mais c'est selon les souvenirs de mes parents, le QI qu'ils annoncent me paraît aberrant, tu vois, donc je préfère même pas raconter ça. C'était hyper élevé? Oui, c'est hyper élevé. Enfin, c'est leur souvenir. Je préfère refaire de zéro, surtout que le QI évolue. Même peut évoluer vers le bas, tu vois. Merci TikTok. et du coup, je me disperse de ouf. Tout ça pour dire que il le savait depuis longtemps et il me l'avait pas dit en pensant que ça me déstabiliserait de savoir que j'étais anormale, tu vois. Parce que moi, ça m'aurait beaucoup aidé, mais il pouvait pas le savoir, tu vois. Et t'as refait les tests après? Bah du coup non, c'est les tests que j'attends là. Enfin le HPI, pour le HPI, c'est diagnosticable sans test scientifique aussi poussé que l'autisme par exemple, tu vois. Donc j'ai été diagnostiquée, ça c'est fait, mais ils le savaient depuis toujours, tu vois. Sauf que moi non. Mais eux ils le font pas, tes parents? Je pense que c'est de ouf. Mais je te dis ils ont jamais consulté, enfin ils vivent, ça les regarde, tu vois. Ils vivent comme ça quoi. Ouais, enfin, mais on est entre nous, donc à la limite, moi dans ma famille, c'était un peu mon cocon, je trouvais tout le monde normal et tout, tu vois. Quand je sortais voir les gens, j'étais en mode de fuck. Ils sont pas comme nous. Pourquoi il est méchant celui-là et tout. Non, il est juste beaucoup moins sensible que toi, Anaïs. Et du coup, ça a changé quoi de savoir que t'étais hypersensible à HPE, HPI J'ai vraiment fait le soupir de « mais je suis normale !» Enfin, ça va. Genre, on existe, j'appartiens à au moins un mini-groupe, tu vois. Mini, 2% de la population au minimum, tu vois. Donc, genre, pour moi, que ça existe, ça m'a vraiment rassurée. Je pensais vraiment, parce que j'étais folle. Et puis, personne n'en parlait à ce moment-là. C'était quand même... tu dis que c'est récent, mais j'étais en seconde. Donc, c'était il y a... J'ose même pas calculer. C'était il y a 7-8 ans, tu vois. 7 ans. Je n'avais jamais entendu ce terme, personne n'en parlait. C'était pas la mode, tu vois, c'était pas... Donc ça m'avait soulagée. Je me suis dit, ok, tout va bien, je suis pas folle. Ça existe, donc il doit y avoir probablement des aides pour ça, enfin, tout va bien. Et instantanément, ça allait mieux. Trop bien. J'étais vraiment... Mais en fait, j'ai un super pouvoir, c'est génial. Ouais, et du coup, comment tu l'utilises? Parce que tu dis que c'est un super pouvoir, comment tu l'utilises en ta faveur maintenant Empathie, capacité d'analyse, plus. Me dire que quand même, je peux réfléchir vraiment vite, plus vite que beaucoup d'autres fonctionnements, on va dire. Et du coup, ça m'aide. J'ai pas besoin d'en faire plus, j'ai besoin juste que ce soit plus fluide pour faire mieux que mes concurrents, par exemple. Ils sont peut-être aussi HPI, je sais pas. Hein. Donc, c'est un super pouvoir. Même sur le côté empathique, j'insiste, c'est pas juste en mode « Oh, on est gentil, on est éthique ». C'est un truc vraiment genre je sens ce que tu sens, t'as pas besoin de aussi bien le dire. Enfin, tous mes clients, ils ont beaucoup d'angles morts, comme tous les entrepreneurs. Ouais. Je vois leurs angles morts sans qu'ils aient besoin de les mentionner ou d'en avoir eux-mêmes conscience. Et donc, ça leur fait gagner un temps fou. Je les vois. Je sais pas comment expliquer, je les vois. Ouais. Du coup, même entre nous, enfin, pourquoi c'est si bien les masterminds? Parce qu'on est entre petits neuroatypiques, tranquillement, et on s'aide de dingue. Enfin, je sais pas, il y a une sorte de symbiose. Et je reconnais les neuroatypiques à 100 000 km, tu vois. Et tu te sens pas, du coup, enfin, est-ce que c'est une douleur pour toi, du coup, de te sentir en décalage avec quand même une grande majorité des gens, tu vois, de pas réussir à trouver beaucoup de gens avec qui tu fites dans le quotidien? C'est une douleur quand j'oublie que la norme est contextuelle. Donc, c'est une douleur quand je me fais happer par le contexte. Genre, typiquement, on me fout dans une classe où il y a 80 élèves qui me ressemblent pas du tout, qui matchent pas avec mon fonctionnement. À force, au fil des semaines, des mois, d'être dans cette classe, je vais croire que c'est la norme
et je vais de nouveau me faire biaiser et me dire que c'est moi la normale, que j'ai un problème, qu'il faut que je trouve le sens et la solution. Donc, je pense que c'est un problème que quand j'oublie que c'est le super pouvoir et que, en fait, il suffit que j'aille vers le cercle que j'ai choisi, tu vois. Ok, donc tu fais attention quand même aux gens que tu côtoies pour pas te... Ah bah maintenant, oui, là, c'est... Ouais. Resserré, quoi. Non, en vrai, ça s'étend de plus en plus, mais du coup, c'est des gens... c'est la définition du QI, après, hein, c'est des gens beaucoup plus âgés que moi. Ouais. Toi, je pense que t'es la plus jeune que je côtoie de manière régulière. Ah ouais. À part mes amis d'enfance qui, je sais, sont exceptionnels et tout. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est avec les gens de plus de 30 ans. Ils sont vieux, quoi. Non, je vois aucune différence quand je suis avec eux. Je me dis pas que je traîne avec des vieux. Mais Et du coup, toi, pour le coup, t'es du coup super mature par rapport à... ouais, bah en fait, c'est juste... Encore une fois, c'est contextuel. Ouais. On a les mêmes problématiques, on entreprend, on a des entreprises, on parle de choses qui pourraient faire chier 99% des gens de mon âge, tu vois. C'est vrai, la dernière fois, on parlait par message et je te dis comment ça va et tu me réponds à un truc hyper business, etc. Et on me dit... Moi, je suis, mon taux de conversion, il est passé à 80%. Ouais, voilà. Et t'es en mode, putain, meuf, c'est incroyable. Moi, c'est bon, j'ai réaligné mon sens entrepreneurial. Et j'étais en mode, incroyable, comment t'as fait? Il t'en est où dans ton challenge? Enfin, c'est ça, en fait. Ouais, on parle une demi-heure de business, on dit, ok, le comment ça va, vraiment, il est très business chez nous, quoi. Mais c'est ce qu'on est. Enfin, moi, mon business, c'est une extension, c'est pas ma valeur. Ça, j'ai bien appris cette année. C'est pas là où j'ai mis ma valeur. Parce que ma valeur, elle est juste dans le fait d'exister, tu vois. Mais c'est une extension de moi. Si l'académie va bien, c'est parce que je vais bien. Et quand elle va mal, ça m'impacte parce que... Enfin, elle va pas... Je la mets très mal, tu vois, mais c'est corrélé comme toi avec tes projets, tu vois. C'est ce qui me fait vibrer. C'est ce qui nous fait vibrer, donc forcément... Et tu disais aussi que avec ta neuroatypie, t'avais aussi changé des trucs dans ton quotidien et aujourd'hui, t'avais besoin de plus de temps, de calme, de vide, de pas trop de bruit. Ouais, bah, l'hypersensibilité, c'est aussi une hypersensibilité sensorielle, mais je dis pas ça pour faire le victime ou quoi, mais c'est vraiment... on se rend pas compte à quel point ça m'impacte. Le métro, je le dose vraiment parce que ça peut me niquer ma journée en termes d'énergie. Enfin, en fait, le bruit m'épuise. Parler et avoir beaucoup d'interactions sociales, ça m'épuise très vite alors même que j'aime, tu vois. Enfin, avant, mais là, je tellement travaillé sur moi que c'est des problématiques que j'apaise, tu vois, mais n'importe quel inconnu pouvait me dire un truc méchant, même un commentaire sur les réseaux sociaux, ça pouvait me hanter une semaine, j'en faisais une obsession. Je fonctionne beaucoup à l'obsession aussi. Quand je pense, il y a rien autour et on peut me parler, je n'entends pas. Enfin, c'est une dinguerie quand même quand on y pense. C'est grave ça aussi, ouais. Tu vois, genre je suis en mode, ma mère elle me parle et tout et je n'entends pas. T'es pris dans ta bulle, ouais. Je suis vraiment dans ma bulle très souvent. J'ai besoin de beaucoup de temps calme et seul, de rien. Ouais, je te dis, je fonctionne beaucoup à l'obsession, c'est des trucs nuls, mais voilà, les gens qui me côtoient, surtout typiquement mon mec qui me côtoie dans mon intimité la plus pure, c'est que j'ai des trucs qui m'obsèdent et que ça peut me contrarier très très fort si j'ai pas contrôlé cette micro part, tu vois. Ouais, non mais c'est hyper intéressant parce que il y a plein de gens, je pense, qui ont des neuroatypies diverses et variées, plus ou moins grandes. C'est clair. Mais tu vois, qui se rendent pas compte qu'en fait, que c'est peut-être ils sont tout le temps fatigués, mais c'est peut-être le bruit qui te rend fatigué. Oui. Peut-être que c'est trop d'interactions. Peut-être que c'est justement pas assez de temps de vide. Il y a plein de trucs comme ça que quand tu sais pas, bah, t'es tout le temps fatigué, mais il y a plein de raisons. Le sommeil. En fait, t'as besoin d'une hygiène de vie qui est que tu dois plus conscientiser, que tu dois plus prendre soin. VS des gens qui ont moins de neuroatypie, on va dire, et qui, eux, peuvent vivre un peu n'importe comment, etc. Ils sont jamais fatigués. Et tu dis, mais genre, comment ils font, tu vois Bah, ouais. Et puis surtout, quand une personne typique, neurotypique, je sais pas si ça se dit, mais a 50 000 pensées par jour, tu vois, c'est ce qui est déjà énorme. Mais enfin, je pense que les neuroatypiques, ils explosent le compteur. Notre énergie dédiée à juste l'acte de overthink, penser tout le temps et tout, elle nous bouffe une énergie de dingue. Et pour moi, le sommeil, tu vois, il est pas... c'est un non négociable. Sinon, enfin, ça va dépendre de ma survie, tu vois, de beaucoup dormir profondément et tout. C'est parce qu'on utilise beaucoup d'énergie à des choses qui sont invisibles pour les neurotypiques, tu vois. Enfin, tu te couches tôt. Moi, je me couche
Après, ça va, enfin, tu vois, je suis encore dans un truc de régulation parce que ce qui fait que ça tourne tout le temps, c'est qu'aussi je me couche souvent tard, mais pas parce que j'ai envie, tu vois, parce que ça tourne. Et du coup, j'apprends à ce que ça tourne moins, que je prépare mon sommeil à l'avance. Donc voilà, là, moi, mon heure de coucher la plus tardive, c'est minuit, tu vois, j'essaie. Ouais. Minuit 30, grand max, si j'ai pas géré, et pour moi, c'est un échec, tu vois. Mais non, je peux pas me permettre, enfin, je ne sors pas. En bois, j'ai dû sortir 3 fois dans ma vie, tu vois. C'était vraiment dans des occasions genre précises, c'est pas je vais dans la boîte de ma ville, tu vois, c'est genre je suis à l'étranger, tout le groupe sort en boîte, je vais pas faire la meuf bizarre, tu vois, mais rien ne m'oppresse plus qu'une boîte de nuit. Ouais. Genre pour moi c'est et par exemple, c'est des trucs tout cons, je n'écoute jamais de musique. Jamais. Ah ouais. Ben, je peux pas, ça m'empêche de réfléchir. Ça m'obsède, c'est genre j'ai l'impression qu'il y a un bruit constant comme si quelqu'un te faisait comme ça avec les mains devant les yeux, tu vois. Des fois, je suis en mode, oh, purée, j'ai essayé et non, tu vois. Tout ça pour dire que, oui, enfin, il faut respecter son fonctionnement. Qui tu sois d'ailleurs, hein, en vrai. Oui, tout le monde, mais il faut apprendre à se connaître et puis voir ce qui te va bien, ce qui te va pas bien, faire des tests comme tout, quoi. Et aussi, du coup, cette année, t'es partie en disant, OK, je vais faire 1 million de chiffre d'affaires. Et après, il y a eu un petit moment où même t'en as parlé sur les réseaux où tu disais attention, je veux faire 1 million, mais en fait, comme je disais tout à l'heure, ça définit pas ma valeur. Et en fait, j'ai pas envie de faire 1 million et finir triste et seule et malheureuse. Et t'as revu un peu la manière dont t'allais atteindre ce million. C'était quoi ton switch de réflexion là-dessus? Bah, déjà, ma coach m'aide énormément. Enfin, pour simplifier, c'est comme une coach mindset. Elle va pas agir sur... ceux qui, du coup, savent pas, toi, tu la connais, mais... On a la même, du coup. Oui, on a la même. Je sais pas si tu en parlais, c'est pour ça. Et notre coach, du coup, m'a beaucoup aidé sur matcher avec la version du million que je voulais atteindre. Parce que c'est pas de l'argent, c'est un parcours qu'il faut que je kiffe, tu vois. Et je suis partie comme un bourrin, comme d'habitude, en mode, voilà, faut que ça aille vite, faut que ça aille plus fort, faut que je fasse plus. En fait, c'est pas ça. Bah justement, pour les neuroatypiques, faut pas que ça aille, enfin, tu peux pas aller plus fort, plus vite, c'est déjà très intense, faut juste aller plus fluide et te laisser embrasser ton fonctionnement. Donc, on a revu tout ça grâce à elle. Et c'est pour ça que, avec une coach comme Ophélie, du coup, en tout cas pour notre part, on voit beaucoup, on n'est pas dans la stratégie, on va pas se poser et être en mode, le tunnel, c'est ça, parce que c'est mon job de formatrice, littéralement, c'est ma passion, c'est ce que je fais naturellement. Mais c'est un truc on revoit toutes tes pensées limitantes, on revoit, on épouse au mieux ton fonctionnement, tu gères ta relation à toi-même, ta relation aux autres, ta relation à l'argent. Donc je travaille tout ça pour qu'au final ça te donne, mais c'est tellement multifactoriel qu'il n'y a pas eu un déclic. Je me suis juste dit, enfin si le déclic c'est juste de constater que plus j'annonçais mon objectif et je le posais, etc., plus je me sabotais pour pas l'atteindre alors que c'était super facile pour moi parce que j'avais juste à continuer ce que je faisais. En fait, le million, quand je l'ai posé comme objectif, j'avais déjà fait les mois d'avant à presque 100K par mois. Même plus pour un mois. Ça t'a bloqué quand tu l'as... Dès que je l'ai annoncé, bam, j'ai tout saboté. Enfin, je sais pas. Je mettais trop de trucs derrière ce million. En fait, j'ai mis 1 million parce que je trouve que j'avais décrété que c'était le palier où je serais crédible, plus aimée, plus vue, plus invitée dans les podcasts, les conférences, et que là, je serais une vraie businesswoman, je serais pas la petite étudiante, tu vois. Et en fait, c'est ridicule, je le suis déjà, tu vois. Et donc, j'ai constaté, forcé de voir que ce que j'allais chercher derrière cet objectif, c'était des choses que j'avais déjà. Et mon cerveau, comme il marche tout à fait bien, le sait que j'allais chercher un truc que j'avais déjà et que je serais forcément déçue. Et c'est ce que je disais avec Ophélie. Elle me disait, c'est comme si tu cherchais dans tout Paris ces boucles d'oreilles alors qu'elles étaient à tes oreilles. Ouais. Tu ne peux les voir que si tu te regardes une putain de fois dans le miroir. Ouais, c'est hyper intéressant parce qu'il y a plein de gens. Ça, c'est vraiment le truc que tout le monde fait, de se dire, OK, quand je vais atteindre cet objectif-là, j'aurai ça, j'aurai cette crédibilité, j'aurai même cette confiance en moi, j'aurai avec les gens, j'aurai cette aisance et tout. Alors qu'en fait, en général, ce que tu cherches dans cet objectif-là, bah, tu l'as déjà, et en fait, tu peux, même si tu l'as pas, genre, parfois tu l'as pas vraiment concrètement et tout, mais tu peux déjà le ressentir, ouais. Tu l'as en toi et tu peux le ressentir et tu peux te mettre en mode, OK, je ressens déjà cette confiance, en fait, tu peux déjà l'incarner. Exactement. En fait, ce que tu mets derrière ton objectif, c'est très paradoxal, mais c'est
ce que t'auras pas en allant le chercher. Parce que tu l'as déjà, et tant que tu l'exploites pas tel qu'il est déjà, tu l'auras pas et tu pourras pas aller chercher ce que tu veux. Et de toute façon, ton cerveau est fait pour te protéger, te garder dans ta zone de confort. Par définition, il va te saboter pour pas que tu atteignes un objectif qui te décevra. Et ça, trop de monde ne l'ont jamais conscientisé, se rendent peut-être pas compte, l'oublient, pour ceux qui savaient déjà. Et moi, je l'ai vraiment vécu et c'était clair comme de l'eau de roche. Genre, moi, je me suis dit, mais là, je cherche 1 million qui n'a aucune utilité pour moi sous cette forme-là. Et donc, mon cerveau, évidemment, qui fait que de la contre-manifestation et des erreurs que j'ai jamais faites de ma vie en business pour m'empêcher de l'atteindre, tu vois. Je me suis sabotée, mais c'était clair, genre vraiment, c'était impressionnant, tu vois. Donc, tu t'es dit, en fait, j'ai déjà tout ça et je vais chercher le million pour, juste pour avancer dans ton... Et du coup, ma version du million, maintenant, c'est de kiffer tellement ce que je fais encore plus et de me mettre dans mon flow le plus ultime. T'en parlais dans ton dernier podcast, il faut aller absolument l'écouter, il est incroyable. Ce flow-là, dont on parle, qui est ultra impalpable, propre à chacun, je me suis remise dedans. Je me suis reconnectée à mes prospects. J'ai repris l'école, moi, pour la plupart. J'ai répondu à tous mes DM que j'avais boudé pendant 100 ans parce que j'étais en mode, il faut que je sois la CEO qui atteint 1 million. La CEO qui atteint 1 million, elle est juste au-dessus de l'équipe. Elle a pas le temps de répondre à tous les DM. Ouais, je sais pas, j'avais des idées ultra préconçues qui ont complètement niqué mon fonctionnement. Qui marchait déjà très bien puisque si je continue à faire des mois comme ça, je l'atteignais. Le million, faut comprendre que je l'ai annoncé, je l'avais déjà. Ouais, c'était déjà sur la route, quoi. Non, mais c'est un truc, ça peut paraître flou et fou pour les gens, mais c'est le cas. Et j'ai enlevé tout ce que je mettais derrière ce million, on l'a décortiqué. Et j'ai vu qu'en fait, le chemin comptait beaucoup plus. C'est tellement niais. Mais en fait, Mais c'est vrai. C'est niais, mais c'est vrai. Comptait beaucoup plus. En fait, ce que je voulais vivre vraiment au fond de moi dans ce million, c'était pas juste avoir le titre. C'était juste de le vivre à fond et profiter, rajouter beaucoup de plaisir dans le process. Oui, et de kiffer. Parce que c'est vrai que des fois, tu te dis, ok, je vais atteindre cet objectif qui est énorme. Et en fait, comme un peu t'as fait, quoi, tu te mets dans une espèce de matrix et tu te dis, en fait, il faut que je fasse ça, ça, ça. Et en fait, le risque, c'est que tu perds déjà tu perds ton why, mais tu perds aussi genre le kiff que t'as au quotidien à développer ta boîte. Et quand tu perds le kiff, tu perds ton drive et tu perds la motivation. Et en fait, t'es en mode mais pourquoi j'y arrive pas? Et en fait, c'est là où genre il y a tout qui commence un peu à dérailler, quoi. Tu te sabotes, tu te punis parce que tu te sabotes, t'échoues, tu te punis parce que t'échoues, tu te resabotes parce que tu t'es puni au lieu de te récompenser. T'échoues, tu te punis parce que t'échoues, etc. C'est un truc lunaire quand même. Ouais. Et pourtant, en fait, j'ai rajouté beaucoup de plaisir, beaucoup de reconnaissance dans le process. Moi, je suis reconnaissante pour 10 000 trucs que je voyais même plus avant tellement j'avais banalisé. Surtout envers moi-même, finalement. Voilà, j'ai repris à ma sauce, j'ai arrêté de m'obséder pour ce que les autres faisaient parce que je suis foncièrement pas comme les autres. Comme tout le monde, d'ailleurs. Ouais. Chacun est soi, finalement. Voilà. En fait, je me sabotais tellement que j'allais voir ce que faisaient des gens qui n'avaient rien à voir avec moi pour avoir le mode d'emploi du million. Mais le mode d'emploi du million, c'est deviens encore plus toi-même. C'est exactement. Scale-toi, toi-même, d'abord. Et ça viendra, mais vraiment naturellement, parce que, surtout en infoprenariat, ton entreprise, c'est toi, c'est ton énergie. C'est ça que les gens viennent chercher. Si on la sent plus, ils viendront plus la chercher, quoi. Mais ça, c'est hyper important. T'as dit un truc, genre, vraiment, la phrase à retenir, c'est ça, c'est juste sois plus toi-même. Genre, en fait, la clé de la réussite, c'est d'être plus toi-même et de surtout pas essayer de copier les autres, essayer de faire comme les autres, essayer de suivre. Enfin, vraiment, en fait, c'est inévitable de tomber là-dedans. Et le truc, c'est de vraiment très vite te dire non, en fait, ce truc, il est pas fait pour moi, et de revenir à toi-même et à ta manière de faire, à ta personnalité, à ton intuition. Oui, toi, quoi. Alors, comment toi tu fais? Et ça, enfin, moi, je l'ai grave vécu cette année aussi, où j'essayais vraiment d'écouter les conseils des gens. Ouais. J'essayais de regarder ce que les autres faisaient, etc. Et jusqu'à là, quelques semaines même, où je me suis dit, mais genre, arrête d'écouter les conseils des gens et juste sois plus toi-même. Et même si l'offre que tu veux faire, elle n'existe pas ailleurs, ou le truc que tu veux faire, il n'existe pas ailleurs, ça veut pas dire que... Enfin, justement, c'est pour ça qu'il faut que tu le fasses, tu vois. En fait, tout ça, c'est évidemment conditionné à une bonne stratégie. Enfin, parce que c'est la base, quand même, on a parlé des 3 piliers, etc. Sûr. Mais on se rend pas compte que la stratégie, c'est un cadre. Et à l'intérieur de ce cadre, il faut que tu colories de ta couleur, il faut que tu dessines ce que tu as envie de dessiner,
il faut que tu fasses ce que tu as envie de faire, il faut que tu fasses la danse que tu as envie de danser. Enfin, tu peux pas faire le même carré noir que tout le monde, c'est pas possible. Ouais. Tu peux pas te demander qu'est-ce qu'aurait fait Margot Cunego pour faire son premier million. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Qu'est-ce que ferait Thibault Louis sur LinkedIn? Bah non, on s'en fout. Non, parce que Thibault Louis, ce qu'il fait, c'est du Thibault Louis, c'est pour ça que c'est Thibault Louis. Ouais, c'est ta manière de faire. On l'aime d'ailleurs, Thibault. Mais moi, si je m'amusais à faire du Thibault Louis, je peux te garantir que tout le monde s'en foutrait, quoi. Ouais, c'est clair. Et à l'inverse, s'il faisait du Anis, bon, déjà, tout le monde se dirait what the fuck. et ça marcherait pas. Clairement. Trop bien. Franchement, trop intéressant tout ce que tu nous as raconté. On va arriver sur la fin du podcast. Et j'ai 2 questions pour la fin. La première, c'est qu'est-ce que tu conseillerais justement à quelqu'un qui est en quête en ce moment, qui veut entreprendre, mais qui a un peu peur de se lancer, qui veut trouver sa voie, mais qui doute? De manière très, très concrète, et le micro-courage, le temps de quelques minutes pour t'offrir un accompagnement de 1, que ce soit le mien ou celui de quelqu'un d'autre, le mien est mieux, mais ça dépend de vos choix. un accompagnement. Ouais, pour poser toutes les bases stratégiques, parce que c'est la condition pour que tout ce qu'on a dit soit viable. Parce que tu peux être une personne exceptionnellement développée, si t'as aucune stratégie, j'ai beaucoup de clients comme ça, ça marche pas. Ensuite, de toujours apprendre à écouter ton intuition, ça s'apprend, littéralement. Donc c'est la next step pour nourrir tout ce que t'as construit sur des bases stratégiques qui marchent quasiment mathématiquement. Et pour avoir peut-être le petit déclic, moi je suis pas du genre à traiter les objections, forcer les gens, mais c'est plutôt de te dire si tu y as pensé plus de 15 fois dans ta vie, c'est qu'il faut que tu le fasses absolument le plus tôt possible. Que chaque minute que t'as passé à ne pas vivre ton rêve, ton projet, ton ambition, c'est une minute que tu ne retrouveras jamais de ta vie. Donc tu te rends compte à quel point c'est vertigineux de te dire que cette minute, elle est disparue à jamais. Ouais. Et là on parle de minutes. Les gens que j'accueille à l'académie parce qu'ils ont enfin ce déclic, ils ont passé des mois, des années à rêver de ça. Comment t'as appris toi à écouter ton intuition? On a tous une intuition, hein. C'est un sens... c'est quasi aussi scientifique, hein. C'est prouvé qu'on a tous une intuition. J'ai appris à l'écouter en déjà apprenant à repérer les moments où j'avais eu l'intuition, je l'ai pas écouté, ça s'est passé, et je me dis, tiens, je m'étais dit ça à tel moment, j'aurais dû écouter. En fait, le j'aurais dû, on dit toujours que c'est inutile, c'est passé, c'est pas vrai. Sur l'intuition, le j'aurais dû est utile, je trouve. Moi, c'est comme ça que j'ai procédé. Et après, à chaque fois d'en parler, là, pour le coup, c'est ma coach, ou en tout cas de te le noter, ça te permet de reconnaître à chaque fois les moments. Ouais. C'est surtout des moments en relation interpersonnelle avec d'autres gens, hein, que t'aurais dû écouter ton intuition. Ouais, donc c'est en apprenant en fait toutes les fois où tu t'es pas fait confiance, etc. En fait, tu te crées un petit carnet de « Ah tiens, cette situation, elle ressemble vachement à ce que j'ai déjà vécu. Je suis en train de penser à un gut feeling. » Tu le ressens... Enfin, pour les gens les plus perchés comme moi, je dirais même que tu le ressens physiquement, l'intuition. C'est un truc où tu t'interroges et tu fais taire la voix. Et physiquement, je sais pas, tu sens un truc là qui te dit pourquoi je doute autant? Non, mais je suis courageuse, j'ai plus peur de rien, j'ai déjà fait plein de trucs, je vais pas m'écouter. Tu vois, par ego, tu vois. Donc non, il faut vraiment s'écouter. Écouter son intuition, c'est ultra important dans toutes les futures décisions de vos entreprises, de toute façon. Même vos décisions perso. Trop bien. Ouais, faut apprendre à le faire, ça. Et la dernière question, c'est si t'avais une note à toi-même à te dire aujourd'hui, ça serait quoi? Savoure. C'est très court. Parce que j'écris mal, je vais pas faire des pavés, mais ouais, j'écrirais savoure. Savoure parce que c'est contre-intuitif, mais plus t'es reconnaissant, plus l'univers ou quelconque force te donne. Parce qu'il sait que t'as la contenance nécessaire. C'est comme si t'étais un bocal. Plus t'es reconnaissante, plus t'as grandi le bocal pour pouvoir réceptionner plus de choses. Et tant que ton bocal, que ce soit ton système nerveux qui s'adapte à l'argent, que ce soit l'amour que t'es capable de recevoir, que ce soit l'énergie que t'es capable de recevoir, les cadeaux que t'es capable de recevoir, tout, élargis ton bocal en montrant la reconnaissance pour ce que t'as déjà. Tant que t'as pas, j'ai pas le mot en français, mais reconnu, dans le sens acknowledge, tu vois, ce que t'as déjà, on te donnera pas autre chose parce que t'es déjà pas capable de voir. Enfin, moi, dans la situation de début d'année où je galérais, on aurait pu me donner le million direct, que je l'aurais pas vu. Je l'aurais pas savouré, je l'aurais pas contemplé tel qu'il est. Parce que j'avais pas le bocal. Ouais. Donc, élargissez vos bocaux, pardon.
Et ça s'élargit par la reconnaissance. Reconnaissance, c'est pas que, du coup, ah, merci. C'est je reconnais que j'ai déjà ça. Tu vois? T'assumes que t'as déjà ça. Tu vois? Trop bien. Plus de reconnaissance. Beaucoup de reconnaissance. Merci beaucoup, Anaïs. C'était trop intéressant. Je suis trop contente de t'avoir eu sur Note à moi-même. Bah, merci à toi pour ton invite et écoutez tous les podcasts, mais j'ai envie de vous supplier tellement c'est bien. Genre, je dis pas ça parce que c'est mon amie. Je dis ça vraiment parce que non seulement elle est en plein challenge, mais en plus, tous les épisodes sont d'une utilité publique. Écoutez-les. Je vous jure que ce que votre cerveau consomme, c'est une partie du taf. C'est Vraiment. pour votre bien. Trop bien. Mais merci. C'est adorable. Donc, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, commenter, à nous envoyer de la force, à partager en story. Ça nous ferait trop plaisir. Taguer Anaïs et moi en story sur Insta, comme ça on voit que vous avez écouté l'épisode, on vous repartage. Envoyez-nous même un DM pour nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode, c'est quoi les moments déclic, qu'est-ce qui vous a le plus plu, et on sera trop contente de vous lire. Donc merci infiniment. On se retrouve demain pour un nouvel épisode des podcasts d'août. Je vous embrasse et à très vite. Bye!